Voici, j'entre dans la sublime galerie appartement de Pierre-François Garcier. Et là, nous sommes vraiment au cœur de Paris. Je vais vous montrer. Voilà, Paris sous la neige. Et nous avons ici la statue du baron Haussmann. Superbe lumière d'hiver. Et je vais rentrer dans l'appartement pour aller rencontrer Pierre-François Garcier. Alors, bonjour Pierre-François. Bonjour Émilie, bienvenue à la galerie. Alors, nous sommes au cœur du Haussmann parisien. Et voilà, la galerie était ouverte ici depuis 2008, première exposition avec Jean Coulot. Et tout ce que vous allez voir aujourd'hui est consacré à la peinture des années 60 aux années 90. Donc, ce qu'on appelle la deuxième école de Paris. Des artistes nés dans les années 20-30 et qui sont décédés au début des années 2000. Donc, tous les tableaux ont en commun d'avoir été produits à Paris ou pas très loin de Paris par des artistes qui sont venus à Paris pour vivre de leur peinture dans les années d'après-guerre. Les artistes étaient d'origine souvent arrivaient du monde entier pour vivre de leur peinture à Paris. Donc, Thomson était américain, Coulot était suisse, Bolin était suédois, donc on va voir tout ça tout à l'heure. Et ils ont eu vraiment leurs heures de gloire dans ces années d'après-guerre. Bon, alors là, donc en fait, comme on est dans un appartement, là on a une enfilade avec un deuxième, et puis là derrière vous, Pierre-François, on a un troisième salon avec une de mes œuvres préférées. De Coulot ici, qui est en haut là. Il y en a une autre magnifique aussi que j'adore. On est vraiment dans un esprit d'appartement en fait ici, mais c'est quoi? C'est une galerie, c'est un appartement, qu'est-ce que c'est ici? Eh ben, c'est tout ça en même temps, Émilie. En fait, on a voulu un endroit un peu sur le modèle du club anglais, c'est-à-dire que on est en étage, il n'y a pas de panneau en bas sur la rue ou quoi que ce soit, il faut prendre rendez-vous, mais ensuite on est là pour prendre le temps de montrer des œuvres, parce que moi, je ne suis pas une galerie, c'est-à-dire que je ne prends pas en dépôt des œuvres d'artistes contemporains que j'expose une fois ou deux, et si ça marche pas, je lui rends celles qui n'ont pas été vendues. Moi, je fais vraiment le métier de marchand, comme au début du XXe siècle, comme faisait mon modèle Ambroise Vollard, c'est-à-dire d'acheter les tableaux que je vais ensuite exposer. Donc, l'accrochage, comme ça, va changer absolument tous les jours, selon mon humeur, bien sûr, selon la lumière, selon les rendez-vous. Voilà, l'idée, c'est d'être très souple sur cet accrochage et uniquement faire 4 fois par an un vernissage, quand on pourra le faire à nouveau, sur un des artistes de la galerie pour mettre en lumière une période de l'artiste ou le relancer pour la première fois après souvent 10 ans, 20 ans sans avoir été exposé. Pierre-François, nous sommes dans la première salle de votre galerie et là il y a un de mes tableaux préférés ici sur ce mur qui me rappelle le drapeau des Émirats arabes. J'aimerais que vous me parliez de ces artistes et je crois, chose extraordinaire, que vous en avez connu quelques-uns. Tout à fait, Lily. Alors, j'ai eu la chance de connaître la plupart des artistes. C'était des personnages, vraiment, des vrais artistes dans le bon sens du terme, qui avaient à peu près 60 ans de plus que moi. Donc, deux générations, la plupart auraient pu être mes grands-parents. Et j'ai eu surtout beaucoup de chance de rencontrer Michel Thomson. Donc, Michel Thomson est cet artiste d'origine américaine qui est né en 1921. Et en fait, nous sommes bien connus au début des années 2000 et nous avions une relation très complice et très amicale. C'était quelqu'un d'absolument très drôle qui était toujours prêt à jouer au ping-pong dans son atelier ou aller faire des blagues à la terrasse d'un café. Et Michel Thomson, de son vivant, s'est inquiété de se dire qu'est-ce que va devenir mon œuvre après mon décès. Donc il m'a proposé un jour de racheter tout son fonds d'atelier. Donc j'ai acheté en 2005 à peu près 200 œuvres de Michel Thomson sur un prix qu'il avait lui-même en tête. Donc j'ai fait l'inventaire de son atelier et à partir de ce moment-là, on s'est dit on y va. Et j'ai récupéré les toiles, nettoyé, encadré et fait une édition de livre, une monographie sur l'artiste
qui est très important, parce que l'idée de la galerie, c'est vraiment de mettre en valeur l'histoire de l'artiste plus que le futur de l'artiste. Voilà, donc pardon, là je vous interromps, mais en fait, souvent les galeries d'art sont très intimidantes et quand on entre dans une galerie, ça promeut de nouveaux artistes, de jeunes artistes dont on n'a jamais entendu parler et donc c'est assez difficile de parier sur le futur d'un artiste. Or vous ne travaillez qu'avec des artistes, vous ne mettez en lumière qu'avec des artistes de l'après-guerre et qui ont vraiment une histoire c'est quelque chose de très concret. C'est très important pour moi que l'artiste était un artiste accompli durant toute sa carrière. Je ne présente pas d'artistes du dimanche ou d'artistes qui se sont réveillés à leur retraite, qui avaient fait les écoles de beaux-arts, qui sont devenus ingénieurs par exemple, et puis à la retraite sont redevenus artistes. Moi, pas du tout. Tous les artistes ont souvent fait des écoles de beaux-arts à Paris. Et ensuite, ils avaient 20 ans à la sortie de la guerre et ils sont devenus artistes, chacun dans leur style. Thomson était le plus figuratif d'entre eux au départ. Il faisait la même peinture que a fait ensuite Bernard Buffet, par exemple. Et il y a des artistes au contraire très abstraits, comme le dernier artiste qui est rentré à la galerie il y a un an, qui s'appelle Louis Arnal, qui était vénézuélien et qui avait cette peinture typique de l'école vénézuélienne entre sculpture et peinture, ou encore le fameux Windorf, qui était un artiste français, mais qui s'imaginait allemand, parce qu'il a été passionné par la peinture qui se faisait énormément en Allemagne et en Suisse allemande dans les années 70, cette géométrie très urbaine finalement, proche finalement d'un code barre. Voilà, et donc tous les artistes sont liés par cette époque, mais j'aime l'idée de pouvoir, comme aujourd'hui on voit l'accrochage, de pouvoir accrocher un artiste figuratif comme Thomson à côté d'un artiste purement abstrait comme Windorf. Et là, par exemple, aujourd'hui, pour vous, Émilie, j'ai accroché un tableau de Louis Arnal, où c'est un collage, alors on verra moins bien sur l'écran, un collage de caoutchouc sur panneau de bois. Ah, le bleu là? Ouais, alors attendez, je vais zoomer. Un tableau de Thomson, nature morte des années 80, donc une huile avec un fond orangé très intéressant, donc qui se rapproche là de la peinture finalement de Giorgio Morandi dans la composition un peu urbaine de Morandi, et puis un Windorf des années, dès le début des années 80, qui reprend une vision finalement très abstraite je pense, de la ville. On ne sait pas trop avec Windorf, parce que c'était quelqu'un de très secret, qui s'était vraiment inventé un personnage d'artiste. Et voilà. Donc après, les artistes, quand je les connais, l'avantage, ça permet d'avoir une vraie sincérité dans la démarche, de les relancer, de remettre leur histoire en avant. Et quand ils ne sont plus là, j'ai beaucoup de chance de travailler avec leur épouse ou leurs enfants. Et il y a un vrai feeling qui doit passer avec la famille pour pouvoir relancer un artiste. Parce qu'un artiste a une petite tendance à oublier les moments les moins glorieux de son existence. Et la famille, encore plus, c'est qu'ils sont dans l'affect. Mais le fait d'avoir les récits familiaux permet pour moi de mieux comprendre pourquoi l'artiste a fait telle œuvre durant les années 70, 80, 90.